Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mardi matin. On se retrouve pour une nouvelle conversation sur le thème du Dharma avec une nouvelle invitée que je vais accueillir tout bientôt, la voilà, qui se connecte. Hello Lutti, parfait, j'ai reçu ta demande. Ceux qui nous rejoignent en direct. Hop. Coucou à toutes et à tous. Oui, bonjour à tout le monde qui nous rejoignent en live ce matin. Il y aura un replay évidemment, voilà, je le dis tout de suite comme ça, si jamais il y en a qui se posent la question, j'enverrai le replay juste après. Donc, grand bonjour à toi, Lutti. Mais bonjour Perrine et merci pour cette invitation, ça me fait chaud au cœur. Ouais, moi aussi. Alors, je vais faire une petite intro et puis après c'est toi qui vas faire most of the talking. Okay, avec plaisir. Attention, ne me donne pas trop le micro parce que j'aime bien parler. Écoute, on a au moins une heure devant nous. On est tranquille. Ouais. Alors, oui, aujourd'hui, donc, on va parler Dharma avec Lutti, que j'ai rencontré il y a quelques semaines finalement. C'est assez récent. Une rencontre virtuelle puisqu'elle s'est faite sur Instagram. Et tu vois, en réfléchissant un petit peu à ce que j'allais partager ce matin, je me suis dit, c'est quand même magique ces réseaux sociaux. On passe beaucoup de temps à leur casser du sucre sur le dos, mais il y a quand même vraiment des belles choses qui s'y passent aussi. Donc voilà, merci Instagram pour cette belle rencontre. Du coup, on a échangé un petit peu. Et puis, dans ton énergie, dans ce que tu m'as partagé sur ton parcours, je me suis dit, Lutti, elle vit son dharma et j'ai très envie de l'interviewer, qu'elle nous raconte son histoire pour, voilà, toujours cette même envie quand on parle de dharma. Donc, juste pour remettre un petit peu les choses dans le contexte pour les personnes qui n'ont jamais entendu parler de ce mot et qui n'ont jamais regardé ces interviews. Le dharma, c'est un mot qui est issu de la philosophie du yoga, donc un mot sanskrit, et qui est souvent traduit par mission de vie ou raison d'être ou mission d'âme. Voilà, il y a cette notion, en tout cas, d'essayer de comprendre ce qu'on fait là, sur Terre, et de mettre du sens un peu dans tout ça. Et voilà, et l'idée avec ces interviews, c'est justement parce que moi, ça m'a mis longtemps la pression de chercher ce que j'étais venue faire ici. Et de se rendre compte que y a autant de façons de vivre son dharma et de vivre une vie justement pleine de sens qu'il y a d'être humain sur Terre. Et je trouve que d'interviewer des personnes qui ont osé faire des changements de vie, qui ont vécu, qui sont passées par des choses et puis qui se sont réalignées progressivement à qui elles sont vraiment, à leur nature, à leurs valeurs, à l'expression vraiment la plus profonde de leur être, ça peut inspirer tout un chacun à en faire de même. Voilà, qu'il n'y a pas tu sais, de moule à cookies qui fonctionne pour tout le monde, que vraiment il y a autant de dharma, oui, comme j'ai dit, d'être humain, puisque le dharma, c'est vraiment justement presque de l'ordre de l'énergétique, en fait, de ce qui fait notre unicité, parce qu'on peut tous faire avoir la même profession, même la même formation, et pour autant faire les choses de manière différente, puisque c'est vraiment ce qu'on va y amener depuis notre cœur, depuis notre âme, qui va faire cette différence. Voilà dans les toutes grandes lignes. Donc, pour justement sortir un peu de cet espace mental, d'essayer de comprendre les choses depuis notre petite boîte crânienne qui fonctionne super bien et on en a besoin, mais parfois on a besoin de faire descendre un peu les choses dans le corps, dans l'expérience. Et j'aime beaucoup cette façon de raconter des histoires et des parcours de vie pour... tu sais, tu vas avoir une petite phrase qui va parler à quelqu'un qui va se dire « Ah, waouh, moi aussi, je suis passée par ça. » Ou « Tiens, ça me parle. Je n'avais jamais pensé à aller explorer de ce côté-là. » Donc, voilà l'intention de ce partage aujourd'hui. Donc, maintenant, c'est toi qui vas parler, Lutti. Je vois qu'il y a plusieurs amis ou connaissances qui sont connectés, donc elles doivent se dire « Ouh là là, qu'on ne lui laisse surtout pas la parole !» Non, je rigole. C'est vraiment déjà d'abord un grand honneur pour moi d'être là ici ce matin. Et je dis souvent, si mon histoire peut aider ou inspirer au moins une personne, j'aurais réussi ma journée. Donc, merci Perrine en tout cas pour cette chance, cette opportunité. Et merci l'univers pour cette rencontre, parce que comme Perrine l'a dit, c'est vrai qu'on ne se connaissait pas il y a un mois, je crois, un mois et demi.
Et en fait, on a l'impression de se connaître quasi depuis toujours. On a déjà des belles choses en place, des projets. Donc, je pense aussi, comme tu l'as dit, on ne fait pas assez souvent confiance à son instinct et à son intuition aujourd'hui. Et en fait, il y a des choses, même virtuellement, malgré qu'on casse du sucre sur les réseaux sociaux, ça crée des belles rencontres, des belles connexions, parce qu'on peut se retrouver du monde entier. Regardez là, vous êtes connectés tous ensemble au même moment. Et malgré tout, ça peut nous amener des très, très belles choses. Donc déjà, merci, merci pour ça. Donc voilà. Eh ben, merci à toi. Et donc, pour celles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter, Luthi? Dis-nous qui tu es. Avec plaisir. Donc moi, c'est Luthi. J'ai 48 ans. Je suis maman de 4 filles et mariée avec mon âme sœur depuis 23 ans. C'était le 1er juillet, le 23 ans de mariage. En fait, mon mari et moi sommes nés le même jour. Donc, c'est déjà une histoire un peu particulière. Cette rencontre d'âme, justement, de se dire, c'est incroyable, 365 jours sur une année. Et on rencontre la personne qui est née le même jour que nous. Donc, c'est vraiment l'âme sœur. Alors, mon parcours. Je suis d'origine belgo-congolaise. Je suis née au Congo. Le mélange donc du coup entre l'Afrique et l'Europe et toute ma vie en fait j'ai eu je pense que le métissage en fait a quelque chose de très fort, pas toujours facile quand on est enfant, mais finalement ça nous permet vraiment d'avoir une flexibilité, d'avoir une ouverture d'esprit, de s'adapter à toutes les situations. Et par chance, je pense que j'ai eu vraiment cette possibilité de vivre les deux cultures à ma manière, mais finalement la maman européenne, donc c'est vrai que j'ai un côté beaucoup plus européen, mais j'ai toujours eu cet appel de l'Afrique, parce que je suis née au Congo, je suis arrivée en Belgique, j'avais 3 ans, donc j'étais encore très petite, mais mon cœur était en Afrique. Et donc j'ai grandi à Bruxelles hein, pendant 25 ans, une enfance plus ou moins tranquille, on va dire, avec voilà le parcours comme tout le monde, des parents qui sont séparés, pas toujours évident, mais finalement, voilà, j'étais bien dans mes baskets et j'ai décidé d'étudier la traduction. Donc, je suis traductrice de formation en anglais-espagnol. C'est important pour la suite. Comme quoi, les choix et les choses n'arrivent pas par hasard. Et à 25 ans, en fait, avec mon mari, on a décidé de bouger dans la Belgique. Pour certaines personnes, c'était déjà un changement, mais incroyable. Donc, c'est-à-dire qu'on a quitté Bruxelles pour aller vers le sud de la Belgique pour des raisons professionnelles. Et surtout, c'était un premier rêve de pouvoir acheter une maison. Parce qu'à Bruxelles, vous savez, c'est les grandes villes, c'était très cher. Et donc, on a décidé de changer déjà une première fois de vie avec nos 2 premiers enfants, qui étaient toutes petites à l'époque. Et j'ai comme ça commencé une carrière professionnelle, un peu comme tout le monde. Une super opportunité au Luxembourg, donc le rêve, la poule aux œufs d'or. Et c'est là que je me suis retrouvée en fait dans le secteur bancaire. Alors moi qui aime les lettres, je me suis retrouvée dans les chiffres pendant 20 ans. Donc imaginez. Et, euh, et donc pendant 20 ans comme ça, je me suis réveillée à 4h30 du matin. J'ai fait minimum 100 km de route par jour dans les embouteillages. J'avais un bon salaire, oui, des bonnes conditions, oui, mais clairement je vivais pas mon dharma. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 17 ans, donc il y a 13 ans, alors que je venais d'accoucher de ma 4e fille, j'ai fait une grosse crise de la maladie de Crohn. Donc la maladie de Crohn, c'est une maladie inflammatoire des intestins. Et je me suis retrouvée comme ça, du jour au lendemain, entre, clairement, ne mâcherons pas nos mots, entre la vie et la mort. Et en fait, la maladie de Crohn, c'est une maladie liée au stress. Alors, je me sentais pas particulièrement stressée. Et quand je vois la vie que je menais, avec 4 enfants aussi, hein, parce que quand on rentre à la maison, il y a le deuxième métier qui commence. Et donc, du coup, quelque part, à un moment donné, le corps parle. Et de toute façon, je me suis retrouvée hospitalisée plusieurs semaines, donc j'avais plus le choix d'être alitée. Et à ce moment-là, en fait, je pense que, on dit souvent, je ne sais pas si vous avez lu ce livre, mais ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Et je pense que pour moi, ça a eu lieu à ce moment-là, c'est-à-dire se rendre compte de se dire, mais pourquoi je fais tout ça en fait? Je suis en train de mettre en péril ma santé. Je vois quasi pas ma famille. Je voulais une famille nombreuse. J'ai toujours rêvé d'avoir beaucoup d'enfants, d'avoir beaucoup d'ambiance dans la maison. Et finalement, je pars tard le matin, je les vois pas. Je rentre tard le soir, je suis sous pression tout le temps, je connais pas les instits. Et effectivement, à ce moment-là aussi, il y a quelques années auparavant, il y a une de mes filles, la deuxième, qui m'avait dit un jour, de toute façon, tu connais pas l'instit, donc tu sais pas. Et c'était vrai en fait. Et donc c'est vrai que c'est toutes des petites piqûres de rappel. Et là, de toute façon, l'univers m'a mise sur un lit de malade et m'a ouvert les yeux sur une réalité. Effectivement, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis là? Quelle est ma mission de vie? Et est-ce que j'ai envie de continuer ça?
Alors c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est très très difficile de sortir de ce moule parce qu'en fait, on a mis déjà des choses en place, on a une sécurité financière et une zone de confort. Parce que c'est ça le souci, c'est de sortir de cette zone de confort parce que c'est un moment, bah, le confort, sans en sortir, c'est inconfortable. Et donc c'est de se dire, bah, finalement, j'ai 4 enfants, il faut que tout le monde mange, on a une maison à payer, on a une belle voiture. Et donc, on a tendance à rester là-dedans en se disant, bah, j'ai pas le choix. Mais en fait, si, on a le choix, en fait. Et c'est là que je me suis dit, de toute façon, il faut faire quelque chose. Et ce qui s'est passé, c'est que finalement, je dis souvent, bah, cette maladie m'amène où je suis aujourd'hui. Donc, merci, merci la maladie, merci la vie de m'avoir challengée comme ça. Parce que bah, je serais toujours dans ce bureau, en fait, si ça m'était pas arrivé. Je serais toujours en train de subir quelque part un petit peu mon quotidien. Et en fait, j'avais une amie à l'époque, quand j'étais en pleine convalescence, qui avait une maison à Fuerteventura et elle m'a dit, écoute, Lucie, il faut absolument que tu y ailles pour ta convalescence. Tu vas voir, il y a un air pur, ça va te faire un bien fou. Et donc, à ce moment-là, évidemment, j'ai accepté sa proposition et je me suis retrouvée comme ça en plein hiver sur l'île merveilleuse de Fuerteventura. Ça a été une découverte extraordinaire. Un coup de cœur, je pense aussi par rapport au fait qu'on savait, quand on est arrivé à Fuerteventura, que la maladie était derrière nous. J'ai enfin pu passer des nuits normales. J'avais eu des traitements très, très lourds. La cortisone qui m'empêchait de dormir depuis des mois. Et me retrouver là sur cette île avec mon bébé qui n'avait que 6 mois, qui a fait aussi des nuits extraordinaires. Donc, ça a été vraiment une révélation. C'est vrai que c'est la magie. On était en fin du mois de novembre, il faisait magnifique 26 degrés. Donc, on s'est dit, waouh, c'est quoi cet endroit? Et mon mari, qui est très sportif et qui n'avait pas du tout envie d'aller dans les Canaries, il s'est retrouvé du jour au lendemain avec des gens qui couraient, qui faisaient du sport. Donc, ça a été vraiment un coup de cœur pour nous. Et on a commencé petit à petit à aller à Fuerteventura en vacances. Et puis, quelques années après, on a eu la chance de pouvoir acheter une maison là sur l'île. Et là, évidemment, les choses se sont enchaînées. Et pour la petite histoire, en fait, mon mari, il est coach sportif. Et il a décidé, il travaillait comme coach au Luxembourg. Et en fait, ses clients lui ont dit, mais tu nous parles tout le temps de Fuerteventura, mais finalement, amène-nous à Fuerteventura. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé. C'est qu'il a emmené ses clients dans notre maison à Fuerteventura. Et au retour de ce séjour, qui était déjà génial, il est rentré, il m'a dit, écoute, en fait, j'en peux plus. Et moi, j'en pouvais plus non plus, parce qu'il fallait trouver une solution par rapport à tout ça, par rapport à ce rythme de vie. Et à ce moment-là, en fait, au mois de novembre, il m'a dit, écoute, j'ai une opportunité là, il y a une salle de sport qui se libère. Et je lui ai dit, fonce et on te rejoindra avec les enfants. Donc ça, c'était au mois de novembre 2016. Et le 6 décembre, je pense, parce que c'était la Saint-Nicolas, le 5 décembre, le 4, il me dit, mais je sais qu'à la Saint-Nicolas, il n'était plus là. Donc 2 semaines ou 3 semaines plus tard, en fait, il commençait l'aventure à Fuerteventura tout seul pour aller mettre les premières pierres de notre nouvelle vie. Et puis bon, les enfants étant scolarisés, on a décidé moi de bouger seulement 1 an plus tard, quasi à la rentrée d'après. Donc vous imaginez bien que c'était une année difficile, séparée. Je me suis retrouvée toute seule avec mes 4 enfants. Être à distance aussi en couple, ça n'a pas été évident. Mais j'ai envie de dire, il fallait passer par là. Voilà, il faut passer par là. Il faut pas avoir peur de se dire ça va être difficile parce que le changement, c'est difficile. Il faut le dire, c'est difficile. On peut pas se mentir. Mais le résultat en vaut tellement la peine, mais tellement la peine. Sortez de votre zone de confort. Et même si c'est inconfortable et même si vous avez peur, parce que c'est la peur qui va nous empêcher de faire de grandes choses, c'est la peur qui va nous empêcher finalement de vivre notre dharma parce qu'on reste trop enfermé dans ce petit cercle et finalement on ne peut pas réaliser ce pourquoi on est là sur cette terre en fait. Et donc pour nous ça a été cette révélation, une année de séparation et en septembre 2017 j'ai embarqué mes 3 filles. L'aînée est partie pour une année au Brésil en plus en échange, donc c'était ça en plus. J'avais l'impression qu'on m'amputait d'un bras, mais littéralement, parce qu'on est très très soudés, on est une famille vraiment très très unie. Donc c'est vrai que le fait d'avoir un enfant déjà qui parte loin, ça a été difficile, déstabilisant aussi pour toute la famille, parce que c'est l'aîné, donc il y a quand même un rôle particulier dans la famille. Et mais bon, on est arrivé là avec plein de rêves, 3 enfants, dont 2 adolescents quand même. Donc de nouveau, là aussi, sortir de leur zone de confort, apprendre une nouvelle culture, une nouvelle langue. La deuxième de nos filles avait 16 ans, donc à 16 ans, vous connaissez un peu au niveau du programme scolaire, à 16 ans, on écrit des dissertations. Se dire, purée, écrire une dissertation quand tu parles pas un mot d'une langue, c'est un challenge. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup challengé nos enfants aussi, mais elles l'ont fait.
même si ça a été difficile, elles l'ont fait. Et c'est marrant parce que j'ai raconté cette histoire ce week-end. On organisait un événement où il y avait énormément de monde. Et c'est une histoire, en fait, qui me touche beaucoup, qui m'est arrivée, en fait, la même année, au mois de décembre, alors que j'étais dans un moment très difficile. Et en fait, j'avais pris un congé sans solde. Alors, ce congé sans solde qui était ma bouée de secours, au cas où ça ne va pas, je peux me raccrocher et je repars. Et en fait, c'est vrai que voyant mes enfants qui avaient du mal, elles souffraient beaucoup de ce changement, de cette adaptation, de ne plus être avec leurs amis, dans leur quotidien, leurs habitudes. J'ai décidé, en fait, au mois de décembre, donc 3 mois après notre arrivée à Fuerteventura, j'ai décidé de rentrer. Je dis, j'arrête cette histoire parce que c'est trop compliqué, c'est trop difficile. On n'y arrivera pas, ça sert à rien. Lui, mon mari, s'il a envie, qu'il continue son projet, mais moi, je rentre avec mes enfants et je retourne au travail au Luxembourg. Et en fait, ce soir-là, j'ai eu un appel avec ma fille qui venait d'avoir 18 ans, ma fille aînée, donc, qui était au Brésil. Et j'en avais parlé à personne, donc j'en parle juste à ma fille. Je lui dis, écoute, je rentre avec tes sœurs parce que c'est difficile, c'est vraiment dur. Ce qu'on est en train de vivre, elles ont du mal à s'adapter et voilà, on aura essayé, je lui dis. Et c'est à ce moment-là que ma fille, du haut de ses 18 ans, m'a donné ma plus belle leçon de vie. Et ma fille m'a dit, maman, c'est pas ça que tu nous as appris. Tu nous as appris qu'il fallait jamais rien lâcher. Tu nous as dit qu'il fallait toujours persévérer, qu'il fallait aller au bout de ses rêves. Et tu peux pas lâcher aujourd'hui. Tu peux pas abandonner papa. Tu peux pas arrêter alors que après 3 mois, elle m'a dit aussi, vous êtes à 5. Moi, je suis toute seule ici au Brésil. Il y a des jours où je pleure toute seule dans mon lit, mais je vais aller au bout de mon rêve. Et donc, ce jour-là, je me suis dit, je m'accroche. Je vais continuer, en fait, même si c'est difficile. Et c'est marrant parce que petit à petit, en fait, quelques semaines plus tard, même pour mes filles, ça a été beaucoup plus facile. Et à ce moment-là, j'ai décidé de démissionner. Donc, j'avais pris un congé sans solde de 2 ans, donc j'avais le temps. Mais au bout de 6 mois, j'ai démissionné pour couper, en fait, parce que ce congé sans solde, j'avais l'impression qu'il me tirait toujours en arrière, qu'il y avait toujours ce truc qui disait, si ça va pas, c'est pas grave, tu retournes. Et donc, du coup, à ce moment-là, les portes se sont ouvertes. Il y a plein de choses qui se sont mises en place. J'ai commencé à donner des cours d'espagnol, des cours de français. Sur place, j'ai eu la chance d'avoir des personnes qui m'ont fait confiance, qui m'ont demandé de gérer leurs biens, des personnes qui ont investi aussi à Fuerteventura parce que j'étais là. Et donc, je me suis retrouvée petit à petit à mettre des choses en place. Et c'est vrai que la vie au soleil est moins rude. J'avais plus ces kilomètres à faire tous les matins. Et puis, quand on fait 10 kilomètres avec une plage à sa droite, plutôt que 100 kilomètres avec des voitures autour, ça change un petit peu le paysage et ça change l'état d'esprit. Et donc, c'est comme ça que notre aventure Fuerte Bootcamp, parce que c'est notre bébé, c'est le bébé que mon mari a lancé, que c'est comme ça que cette aventure a commencé, qu'on organise en fait des séjours de bien-être, de remise en forme en fait à Fuerteventura. Et petit à petit, en fait, cette aventure a grandi. Aujourd'hui, on est 6 ans plus tard. Aujourd'hui, on a accueilli quasi 800 personnes à Fuerteventura. Notre projet grandit de jour en jour. On propose aussi des séjours en dehors de Fuerteventura parce qu'on a des clients qui étaient tellement contents de venir nous voir qu'ils sont venus 5, 6 fois à Fuerteventura. Donc, on a agrandi tout ça. On a dit, on va leur proposer d'autres choses. On est nous-mêmes sortis de notre zone de confort. On a décidé, en fait, par exemple, l'année dernière, de faire un séjour au Kilimandjaro. Donc, on a fait l'ascension du Kilimandjaro. Alors, pour moi, évidemment, qui ai vécu la maladie, parce qu'il faut savoir que quand j'ai été malade, mes muscles étaient tellement atrophiés que j'arrivais quasi plus à marcher, en fait. Et donc, le médecin m'a souvent dit, j'ai fait plusieurs semi-marathons, il me disait, c'est dangereux pour toi, t'as une santé fragile. Et donc, se dire, waouh, l'année dernière, en fait, à 47 ans, après avoir vécu la maladie, après avoir eu 4 enfants, j'en ai des frissons, en fait. Je suis arrivée au sommet du Kilimandjaro, au sommet de l'Afrique. Nous étions 11 personnes, on est arrivé là en haut. Ce que j'ai vécu là, c'était juste extraordinaire, mais je me dis, au-delà de tout ça, c'était cette aventure humaine. Et c'est de se dire que finalement, c'est cette maladie qui m'amène là, c'est cette maladie qui me fait faire tout ça. Parce qu'en fait, quand on passe à côté, à 2 doigts de la mort, on a besoin encore plus de vivre. Et de vibrer, j'allais dire, on a besoin de plus de vibrer. Et en fait, je me suis rendu compte que dans ma vie passée, je peux pas dire que j'étais malheureuse. Et je peux pas me plaindre parce que c'est vrai qu'on sait qu'on est dans un contexte quand même privilégié, mais je ne vibrais plus. Et en fait, aujourd'hui, je peux dire tous les jours, je vibre. Je vis de ma passion. J'arrive à faire des choses que j'aurais jamais imaginées. Si on m'avait dit il y a 5
ans, tu arriveras un jour au sommet du Kilimandjaro. J'en ai dit, mais jamais de la vie. Tu vas faire 5 semi-marathons, mais jamais de la vie, je suis pas capable de faire ça. Et en fait, le problème, c'est que dans cette société où on a un moule, justement, tu en parlais au début, Perrine, ce moule dans lequel on se retrouve tous un petit peu enfermés, où on nous dit, bah, toi, tu pourras faire ça. Mais t'es pas trop doué pour ça, donc ne le fais pas, ça vaut pas la peine. Et puis, bah, c'est trop difficile, tu n'y arriveras pas. Donc, finalement, bah, on y croit, on finit par y croire. On finit par avoir toutes ces croyances limitantes qui nous empêchent, en fait, de faire juste ce qu'on a envie, en fait, de vibrer, de faire ce pourquoi on est là. Et donc, du coup, j'ai envie de dire, vivez vos rêves, allez-y, sortez de cette zone de confort, sortez de tout ce qui vous fait peur, en fait, dépassez vos peurs, mettez-vous des challenges, faites des choses, en fait, qui vont vous permettre d'aller toujours au-delà, toujours plus loin, parce que même, par exemple, symboliquement, l'ascension du Kilimandjaro, c'est 6000 mètres, mais c'est 5 jours d'ascension, on marche très lentement, et c'est ça la vie, en fait, c'est un pas après l'autre. Et finalement, on arrive en haut, on arrive à son objectif. Donc, c'est pas le matin, le premier matin en arrivant qu'on est à 6000 mètres. C'est au bout de 5 jours, c'est au bout de 6 jours. C'est en étant ensemble, c'est en ayant confiance en soi aussi, en ayant la foi. Parce que c'est clair qu'il y a des moments où on remet tout en doute. On se dit, mais mon Dieu, comment je vais faire pour arriver là-haut quand on voit cette montagne? Se dire, mais ça va être insurmontable. Mais il faut regarder ses pieds, regarder, je mets un pas devant l'autre et j'y arriverai. Et on y est arrivé à 11. Ce qui est en plus exceptionnel, ce qu'on nous a dit après, c'est qu'en général, un groupe de 11, on arrive à 7, 8, parce que c'est vrai que c'est quand même mentalement difficile, on va dire, parce que physiquement, je pense que tout le monde est capable de le faire, mais à un moment donné, on se retrouve face à son mental et se dire, on voit défiler sa vie et de se dire, mais waouh, c'est dur, quoi, est-ce que je vais y arriver, etc. Et c'est là que justement aussi, moi, au moment où j'étais quasi en haut du Kilimandjaro, mais qu'on puise dans ses dernières forces, c'est de nouveau la maladie. Je me suis dit, mais Lucie, tu as été malade, tu es passée à côté de la mort, tu as accouché 4 fois, mais tu peux le faire, c'est possible. Et c'est vrai que ce mental, et la maladie est une force en fait, quand on a traversé le pire, tout est possible, mais vraiment tout est possible. Et chaque jour en fait que je vis aujourd'hui, je le prends comme un cadeau. En fait, je n'avais pas la notion, j'ai toujours été quelqu'un d'ultra positif, mais je pense que j'avais pas la notion, et c'est marrant parce qu'en anglais c'est encore plus, tu parles aussi anglais, Perrine, mais c'est encore plus symbolique, c'est-à-dire que le présent, c'est un cadeau. En fait, le présent, c'est un cadeau et on a tendance à l'oublier parce qu'on va se retrouver dans ce rythme à 1000 à l'heure à courir après l'argent, en fait, parce que c'est ça notre moteur, hein, ici surtout en Occident, en Europe. Et finalement, quand on se retrouve dans ce genre de situation au sommet de l'Afrique et qu'on est entouré de personnes mais qui n'ont vraiment rien, hein, parce qu'on peut dire, nous on avait des guides et des porteurs qui faisaient l'ascension en tongs, qui faisaient l'ascension en crocs, et se dire mais waouh, ils sont tellement positifs, ils sont tellement solidaires, et on a perdu nous tout ça. Et donc moi c'est ça que j'avais envie de retrouver dans cette nouvelle vie, c'est cette solidarité. Et donc aujourd'hui, en plus de tout ce qu'on a mis en place, c'est vrai que j'ai développé une activité, enfin je développe ma propre activité de produits à base d'aloe vera. Alors je vais quand même raconter la petite histoire que j'ai avec l'aloe vera par rapport à ma maladie. En fait, quand je suis arrivée sur l'île de Fuerteventura, évidemment vous imaginez une maladie auto-immune liée au stress. Alors là, en termes de stress, on était au top puisque je changeais de vie en famille avec beaucoup de questionnements, beaucoup d'incertitudes aussi. Et donc au bout de quelques jours, j'ai commencé une crise de Crohn, donc ça a été la panique, sachant que mon gastro-entérologue était à 3000 km en plus. Et là, bah justement, j'ai rencontré des femmes comme toi, Perrine, des profs de yoga, qui m'ont dit, mais Lucie, bois de l'aloe vera, tu vas voir, ça va te faire du bien. Et j'avoue que moi, à ce moment-là, bah, je connaissais l'aloe vera, je savais que c'était super pour les problèmes de peau, pour les brûlures, les coups de soleil, etc. Je savais pas du tout qu'on pouvait boire de l'aloe vera. Et il faut savoir qu'à Fuerteventura, en fait, comme quoi l'univers vous amène vraiment là où vous devez aller, il y a que des plantations d'aloe vera, il y a l'aloe vera partout. Et donc, l'univers m'a entourée de ce dont j'avais besoin pour me soigner, en fait. C'est un truc de dingue. Donc, ça fait des années, entre-temps, que j'avais des traitements chimiques assez forts. Et j'ai découvert comme ça un petit peu par hasard, mais les choses n'arrivent jamais par hasard, cette plante magique qui m'a sauvé la vie, en fait. Donc, au bout de quelques heures, je me suis déjà sentie mieux. Au bout de 48 heures, je me dis, mais c'est bizarre, ça a l'air de se stabiliser. Il faut savoir que quand je faisais une crise, que j'étais en Belgique, il fallait au moins 15 jours pour stabiliser la maladie. Et là, au bout de 48 heures, j'allais beaucoup mieux. Donc, au début, on est toujours un petit peu sceptique parce qu'on se dit, mais non, je dois absolument prendre mes médicaments. Voilà, on est conditionné aussi
une douleur, un médicament. C'est comme ça qu'on a été éduqués, en fait. Donc, on a un bobo, on va à la pharmacie. Et donc, petit à petit, l'aloe vera est rentré dans mon quotidien. J'ai commencé à en consommer tous les jours, à diminuer aussi mes traitements. Et au bout de 2 ans, en fait, au bout de 2 ans que j'étais à Fuerteventura, on a fait face à cette crise mondiale, le Covid qui est arrivé. Alors, quand on vient de changer de vie, qu'on vit exclusivement du tourisme, alors vous imaginez, pour nous, ça a été vraiment la catastrophe. C'était une année qui s'annonçait, mais juste merveilleuse. On avait un agenda rempli après 3 années d'activité, ce qui est quand même exceptionnel. Et donc, du jour au lendemain, on s'est retrouvé sans revenus et sans réservation. Donc, ça a été de nouveau un gros coup de stress. Et en plein confinement, en fait, encore, merci mon ami l'univers, je reçois un coup de fil, en fait, d'une personne qui devait venir à un séjour chez nous en remise en forme, qui me dit, Lucie, j'ai une opportunité, j'ai quelque chose à te proposer. Et c'est là qu'elle me propose, en fait, de rentrer dans une activité de produits à base d'aloe vera. Enfin, vous imaginez, ça faisait 2 ans que cette plante m'avait sauvé la vie. Et là, on me propose de la distribuer et d'en parler et de l'offrir aux autres personnes. Enfin, c'est un truc de fou. Et je ne connaissais absolument pas cette société et je n'avais pas envisagé une seule seconde de faire ça, de me mettre dans un business en ligne parce que je fais principalement en ligne. Et c'est comme ça que mon aventure a commencé avec les produits Forever Living que j'ai testé. Et en plus, j'ai profité du confinement pour tester les produits qui me parlaient. Et mon mari aussi. Et en plus, vous savez, les coachs sportifs, ils sont très sceptiques parce qu'il y a des personnes derrière et qui m'a dit, moi, si j'aime pas, je proposerai pas. Je suis d'accord avec ça. Et c'est comme ça que pendant 2 mois, on a testé tous ces produits, on a consommé de l'aloe vera encore plus. On a découvert des produits, des compléments alimentaires, des choses de qualité. Et au bout du confinement, en fait, alors que la plupart des personnes étaient un peu au bout de leur vie, nous, on est sortis du confinement, mais hyper fit, hyper en forme, hyper positif. Et donc, au mois de juillet, quand on est passé de Fuerteventura en Belgique, où on a toute notre famille qui est là, et donc on vient toujours organiser des événements ici, retrouver nos familles, nos amis. Et tout le monde nous a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez l'air en pleine forme, tout le monde avait pris 10 kilos. Et nous, on était au top de notre forme. Et c'est comme ça que l'aventure avec Forever a commencé, parce qu'en fait, rien que de nous voir, en fait, on a facilement parlé de nos produits, parlé de ce qu'on avait découvert. Et c'est comme ça, petit à petit, en fait, que je me suis dit, mais Lucie, tu as une autre mission, en fait. C'est vrai que j'adore être dans nos séjours de remise en forme, parce qu'on amène quelque chose, on change la vie des gens réellement. On a des personnes qui sont venues chez nous qui n'avaient jamais fait de sport, qui se mettent à faire des marathons, des semi-marathons, qui se remettent à faire du sport tout simplement, qui se réconcilient aussi avec leur corps. Alors c'est super important parce que beaucoup de gens ont très peur quand on dit notre bébé il s'appelle Fuerte Bootcamp. Alors ça fait peur, c'est un terme à l'américaine. Et en fait il y a 90% 90% pour les Belges, je traduis, de nos clients qui sont pas des grands sportifs en fait, qui sont pour la plupart des mamans. Qui ont besoin de temps pour elles, qui ont besoin de se retrouver, qui ont besoin de se ressourcer, qui ont besoin de se reconnecter à leur corps, se reconnecter à la nature. Et donc, c'est vrai qu'on change vraiment la vie des gens. On a eu des personnes qui sont arrivées qui étaient en burn-out, qui étaient incapables de faire leur valise pour venir nous voir tellement elles étaient au bout du bout. Et qui, au bout d'une semaine, en fait, on a vraiment l'impression que c'est une fleur qui s'ouvre, un regard qui s'ouvre, et des personnes qui repartent avec les larmes et qui nous disent mais vous avez changé de ma vie, merci. On a eu une jeune fille, une maman qui est venue avec sa fille après le confinement. C'est très touchant aussi cette histoire. En fait, ça m'émeut de raconter tout ça parce que finalement, je retiens mes larmes. Mais en fait, et je me dis, quand je raconte ça, je me dis mais c'est juste incroyable en fait, c'est juste extraordinaire tout ça, tout ce qui s'est passé dans nos vies. Et on a eu en fait après le confinement, on a eu la chance en fait d'avoir une équipe de télévision qui s'appelle les Belges du bout du monde, qui sont venus filmer chez nous notre aventure à Fuerteventura, raconter notre histoire. Et donc ça nous a fait un beau coup de pub. On est passé à la télé, et à la télé et à la radio. Et suite à ça, en fait, il y a une maman qui était en plein après confinement avec sa fille qui venait de rentrer à l'université. Mais en Belgique, les universités n'ont pas rouvert après le confinement, donc c'était seulement un enseignement en ligne. Et donc, cette jeune fille de 18 ans qui avait comme rêve d'être pilote, elle se retrouvait enfermée dans sa chambre à 18 ans.
passionné d'avion et faire des études de pilote quand on est dans sa chambre, honnêtement, c'est comme la médecine ou des choses comme ça, bah, ça fait pas vibrer, hein. Et donc, elle a sombré dans une très, très grosse dépression, cette jeune fille. Et au mois de décembre, en fait, en Belgique, l'année du confinement, il y a eu des suicides de jeunes étudiants qui se sont retrouvés très seuls, qui étaient désespérés. Et cette jeune fille a dit à sa maman, je serai la prochaine. En fait, on en parlait beaucoup en Belgique, elle a vu ça au journal télévisé, et elle a dit, je serai la prochaine. Et en fait, sa maman, à ce moment-là, en fait, a vu l'émission Les Belges du bout du monde. Et ça, comme cette fille, en plus, oui, j'ai oublié un détail très important, cette fille était championne d'escrime. Donc, normalement, elle faisait énormément de sport. Et du coup, du jour au lendemain, bah, toutes les salles de sport fermées, ses activités sportives finies. Donc, en plus de se retrouver isolée, elle ne pouvait en plus exercer sa passion. Et donc, sa maman s'est dit, waouh, je vais l'emmener là à Fuerteventura. Donc, quelques mois plus tard, au mois de janvier, fin janvier, en fait, elles sont venues à deux, mère et fille. Et la maman est arrivée avec une jeune fille qui était livide, blanche, transparente, un regard fermé, brouillé. On aurait dit un zombie, en fait, vraiment. Et quand je l'ai vue arriver, je me suis dit, waouh, parce que j'avais une fille du même âge qui vivait la même chose. Et je me dis, qu'est-ce qu'on a fait à nos jeunes, en fait? Qu'est-ce qu'on leur a fait? Parce qu'on a beaucoup pensé aux vieux, mais on n'a pas beaucoup pensé à notre jeunesse, en fait. Et donc, au bout de 24 heures, elle parlait pas beaucoup. Elle était vraiment très renfermée sur elle. Et au bout de 24 heures, en fait, lors d'une séance de sport, elle était avec toutes des mamans, en fait. Donc, c'était vraiment la plus jeune. Et toutes les autres avaient environ 40, entre 40 et 50 ans. Elle se retrouve dans un groupe comme ça de personnes plus âgées, non sportives. Et elle se rend compte qu'elle n'arrive pas à faire le sport. Donc, elle craque complètement. Elle a perdu un an, en fait, d'entraînement et elle était au top physiquement avant ça. Donc, elle craque, elle fond en larmes. Toutes les mamans se mettent à pleurer aussi parce qu'on voit son désespoir, en fait. Et à ce moment-là, il y a vraiment une solidarité qui se met autour d'elle. C'est le bébé du groupe. Et on lui dit, ça va aller, tu vas voir, tu vas y arriver. Accroche-toi, tu peux le faire. Et le lendemain, en fait, on se retrouve à une séance sur la plage. Donc, c'est vrai qu'à Fuerteventura, c'est magique parce que c'est l'île volcanique, en plus, où il y a une énergie particulière et on a des plages extraordinaires, des plages de sable blanc. Et donc, on est dans une séance de sport sur la plage avec une vue sur la mer bleu turquoise. Et elle arrive de nouveau un petit peu, voilà, toujours un peu fermée. Elle fait la séance de sport, mais sans trop d'énergie. Et au bout de cette séance, en fait, elle part en courant, en fait, avec les mains, mais vraiment comme ça, comme un oiseau qui reprend son envol. Et elle court vers la mer. Et en fait, ça a été une renaissance, en fait, pour cette jeune fille. Elle saute, elle crie, elle saute dans l'eau, comme un bébé, en fait, vraiment comme un tout petit qui n'a plus de limites. Et toutes les mamans, là, on se regarde et la maman me dit, bah, je pense qu'elle est revenue, en fait, elle est de retour. Et après ça, bah, voilà, elle a vécu son séjour toute la semaine, elle a fait des choses extraordinaires. Mais surtout, après ce séjour, en fait, sa maman a décidé de rester tout un mois, en fait. Elle a fait ses cours en ligne, mais à Fuerteventura. Et après ce séjour, en fait, elle a eu une renaissance. En fait, la maman nous dit, encore aujourd'hui, vous avez sauvé ma fille. Elle a décidé de faire d'autres études, donc maintenant elle fait des études de psychologie. Bon, on l'a vu il n'y a pas longtemps, elle, physiquement, c'est une autre personne. Elle a retrouvé la joie de vivre, elle a plein d'amis, elle est entourée, elle a retrouvé le goût. Et en fait, quand on voit des histoires pareilles, on se dit, mais mon Dieu, heureusement qu'on était là, heureusement qu'on a suivi ce dharma, heureusement qu'on était là dans la vie de ces personnes-là à ce moment-là. Et donc, évidemment, on vibre tous les jours. C'est vrai que c'est des séjours qu'on organise environ une fois par mois. Donc, c'est vrai qu'il y a une énergie incroyable parce que les personnes nous donnent beaucoup, on leur donne, mais ils nous donnent. Mais c'est vrai que j'avais envie aussi d'aider vraiment les femmes et les mamans. En fait, parce que je me suis rendu compte, moi, en prenant du recul par rapport à ma propre vie, quand j'en parlais, je me disais, mais comment j'ai fait ça pendant 20 ans, en fait? Comment j'ai pu me lever tous les jours à 4h30 du matin? Comment j'ai fait ça? Parce qu'on rentre, en fait, quand on est dans notre quotidien, on rentre dans un mode robot où on accepte l'inacceptable en réalité, parce que personne ne mérite de subir sa vie et surtout pas dans nos... On n'est pas au fin fond de l'Afrique où j'ai des projets aussi maintenant où finalement, là, elles peuvent vraiment dire, les mamans, j'ai pas le choix, parce que c'est une question de survie. Mais nous, on a le choix. On a le choix de tout arrêter, de repartir à zéro. Et en fait, moi, le message que j'ai envie de donner maintenant, et c'est pour ça que j'accompagne aussi des mamans,
j'organise des formations, dont une formation au mois d'octobre à Fuerteventura, jusqu'au bout de tes rêves, parce que je pense que à 40 ans, il y a un déclic, il y a quelque chose qui se passe. Souvent, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut, mais on sait clairement ce qu'on veut plus. Et du coup, on est souvent perdu parce qu'en fait, comme tout est déjà établi, on a nos enfants, on a notre famille, etc. On se dit, ouais, j'ai envie de faire plein d'autres choses. Et souvent, ça devient beaucoup plus des choses. On a envie d'accompagner, on a envie d'être entouré. Mais comment on peut passer de la banque à l'accompagnement de femmes? Enfin, c'est ça. C'est comment je vais le faire? On a peur, je vais pas gagner d'argent. Ma famille, comment on va passer le cap, etc. Et donc, aujourd'hui, j'ai envie de montrer à toutes ces mamans que c'est possible, qu'on peut. Moi, j'ai changé de vie, j'avais 42 ans. J'allais avoir 43 ans. Je me suis réinventée en plein confinement à 45 ans. J'ai développé un business en 6 mois. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est un truc aussi extraordinaire, c'est que c'est un business en ligne. Et en 6 mois, j'ai réussi à gagner ma vie en étant comme ça sur les réseaux sociaux, en conseillant, dans la bienveillance. Et en fait, justement, quand je parle de bienveillance, c'est carrément mon dharma parce que c'est ce que je suis profondément, c'est ce que j'ai toujours eu envie de faire, c'est de pouvoir accompagner les autres, voir grandir les autres. Et évidemment, les mamans pour moi, parce que je suis moi-même une maman et que je pense que entre femmes, on peut vraiment s'apporter beaucoup de choses. On peut s'élever les unes les autres. Et c'est marrant parce que j'entends souvent, oui, les femmes entre elles, elles sont très méchantes, très mesquines, etc. Et moi, je trouve pas du tout. Je vis des choses extraordinaires avec les femmes, la rencontre que j'ai eue là avec Perrine, toutes ces femmes que j'accompagne, toutes ces femmes qui sont dans mes équipes aussi au niveau de mon activité. Mais on est juste des superwomen tous ensemble et l'union fait la force. Plus on sera, plus on va aller haut. Donc pour moi, c'est juste extraordinaire de pouvoir accompagner toutes ces femmes et de leur montrer le chemin en fait. Parce que finalement, la voie, je l'ai un petit peu créée. Elle n'a pas été facile et je me dis, je peux peut-être leur simplifier la vie, leur donner des trucs, leur montrer qu'avec les enfants, c'est possible. Quand je rencontre aujourd'hui des mamans qui me disent, oui, mais bon, moi j'ai des adolescents, impossible. Si, c'est possible. Évidemment que ça va pas être facile. Mais moi, je vois mes filles aujourd'hui, donc ça fait 6 ans, donc on habite à Fuerteventura. Ma deuxième fille donc a fait son bac, les 2 années de bac à Fuerteventura, qu'elle a réussi. Elle a continué ses études ici, elle fait des études de psychologie en Belgique. Et notre troisième fille, en fait, Alicia, qui vient d'avoir 18 ans, elle vient de passer son bac en Espagne, en espagnol, avec grande distinction. Donc c'est un enfant qui à 6 ans ne parlait pas un mot d'espagnol et qui aujourd'hui se retrouve dans les meilleurs élèves de son école, mais même de l'Espagne, qui reçoit une bourse spéciale parce qu'elle a été une très bonne élève. Donc il ne faut pas avoir peur. Vos enfants, ils vont s'adapter. Ce sont des éponges. Et vos enfants, si vous êtes bien, ils vont être encore mieux en fait. Donc effectivement que cette période de transition, elle va pas être super agréable. Mais aujourd'hui, quand je vois ma fille de 18 ans qui me dit, mais maman, moi je retournerai pas en Belgique, même si j'ai de ma famille, même si j'ai des amis là-bas. Moi, ma vie maintenant, elle est dans le monde. Moi maintenant, je suis une citoyenne du monde. J'ai envie de découvrir, j'ai envie de m'envoler. Donc elle décide de faire des études, d'aller toute seule à Séville, une grande ville, à 18 ans. Et elle me dit, clairement, après, je vais voyager. Toutes mes filles, maintenant, ont cette envie et cette flexibilité. En fait, elles me disent aujourd'hui, vous nous avez fait le plus beau cadeau. Elles sont parfaites trilingues. Donc déjà, c'est un cadeau, un tel cadeau. Moi, je vois, je suis traductrice, j'ai dû étudier pendant 4 ans et j'aurais jamais le niveau qu'elles ont aujourd'hui parce qu'elles, c'est des langues maternelles. Cette ouverture d'esprit, Célia, ma deuxième fille, elle a fait il y a 2 mois un voyage toute seule à Séoul. Elle est allée en Corée toute seule parce que c'était son rêve. Et je me rends compte en fait qu'elles font des choses que les autres jeunes ne font pas parce qu'on les a justement obligées à un moment donné à sortir de cette zone de confort. Donc c'est quelque chose qu'elles ont fait quand elles étaient très jeunes. Et donc du coup, c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, parce qu'elles savent que c'est possible. Donc du coup, sortir vos enfants de leur zone de confort, c'est aussi leur montrer qu'elles sont capables, ils ou elles, bon évidemment j'ai que des filles, donc je dis souvent elles, mais qu'ils sont capables de tout. Et donc j'ai envie de dire aussi, montrez-leur et dites-leur. Moi, c'est quelque chose qu'on m'a jamais transmis. On m'a jamais dit que j'étais capable. On m'a jamais félicité non plus pour tout ce que j'entreprenais ou tout ce que j'ai mis en place. On m'a pas félicité d'avoir un diplôme parce que c'était normal quelque part. C'est comme ça. Tu as étudié, tu as un diplôme et c'est normal. Et donc, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier aussi, que ce soit par rapport à vos enfants ou par rapport à votre entourage. Ayez toujours ce petit mot qui va les élever. Tu es capable, tu vas le faire, tu peux le faire. Moi, je me souviens, en fait, quand on est arrivé à Fuerteventura avec la petite qui avait 7 ans,
tous les jours dans la voiture, je lui disais I can do et elle criait anything. Et en fait, c'était mignon parce qu'elle était toute minuscule du haut de son mètre 20, mais elle arrivait à l'école comme une superwoman avec son cartable plus grand qu'elle. Mais aujourd'hui, je me dis, aujourd'hui, elle a 13 ans et vraiment, elle sait I can do anything. Je suis capable. Je peux le faire en fait. Et vraiment, j'ai envie de vous dire, mais allez-y quoi. Allez-y, n'attendez pas demain. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a toujours tendance à se dire, je vais le faire après. Oui, je le ferai après, dans 5 ans, ce sera le bon moment. Et par rapport, que ce soit par rapport à un changement de vie ou même par rapport à un couple ou une relation toxique, nocive. En fait, tout ce qui est toxique dans votre vie ou nocif dans votre vie, il faut le retirer au plus vite. Donc, que ce soit le travail, que ce soit un conjoint, que ce soit des amis, que ce soit même la famille. Retirer toute cette toxicité de votre vie, ça va vous permettre d'avancer. Parce qu'en fait, oui, vous allez toujours vous dire, quand les enfants seront plus grands, je suis plus du tout bien dans mon couple, j'entends beaucoup ça, mais je peux pas faire ça aux enfants. Mais n'ayez pas peur pour vos enfants. Vos enfants sont bien si vous êtes bien. Donc, ils sont beaucoup mieux dans une relation. Les parents sont séparés, mais tous les deux bien, sains, qu'avec des parents qui se disputent en permanence ou des tensions dans une famille. Donc, vraiment, ayez cette foi en vos enfants aussi. Aujourd'hui, on a tendance en fait à faire toujours passer, surtout nous les mamans, les autres avant nous. Donc, avant d'entamer un changement, on va toujours se dire ah oui, mais non, les enfants, ça va pas aller. Si vous, votre changement se passe bien, vos enfants vont que ce soit propre, parce qu'on n'est pas obligé de changer de vie. Hein. Tout le monde n'est pas fou comme nous à se dire en 2 semaines, waouh, je saute. Souvent, je dis, j'ai l'impression, à un moment donné, en fait, j'avais l'impression d'avoir fait un saut en parachute et que le parachute, il voulait pas s'ouvrir. Je me dis, à quel moment il s'ouvre? Mais le parachute, il s'ouvrira toujours, en fait. Si vous avez un rêve, si vous avez un objectif, si vous avez la foi et la confiance en vous, si vous travaillez pour votre rêve, vous mettez les choses en place, le parachute, il s'ouvrira, je vous l'assure. Je n'ai pas vu d'autre histoire que ça. À Fuerteventura, je rencontre énormément de gens qui ont changé de vie, des histoires aussi incroyables comme les nôtres, parfois pires. Hein, j'ai rencontré une dame qui était avocate en Italie et qui est devenue prof de tennis à Fuerteventura parce que c'était sa passion. Et elle a fait un burn-out, donc de nouveau, la maladie, en fait, l'amène là. Et je me dis, mais finalement, pourquoi devoir subir, pourquoi accepter, en fait, ce moule que la société nous impose? Sortez des sentiers battus. Moi, je dis toujours, si vous avez 2 sentiers, un qui est très joli, et, voilà, empruntez l'autre, surtout empruntez l'autre. Allez voilà, en dehors, allez au-delà des obstacles et vous allez voir les portes vont s'ouvrir, la lumière, et je vous dis pas la lumière qui est arrivée dans notre propre vie. Moi, aujourd'hui, quand je vois des personnes, là, je suis en Belgique pour les vacances, on a organisé ce week-end un week-end découvert de notre activité où il y avait 150 personnes. Il y a certaines personnes que je connais depuis super longtemps, et quand elles me voient, elles me disent, mais waouh, t'es plus la même personne, en fait. J'avais une fille que j'ai rencontrée il y a 2 mois, que j'ai rencontrée pour la première fois en vrai durant ce week-end, mais que j'ai rencontrée en ligne comme toi, Perrine, il y a 2 mois. Et déjà, elle me dit, rien que le fait qu'on soit régulièrement en contact, elle est rentrée dans mon équipe, elle me dit, tu m'as changé la vie. C'est incroyable comme on peut, en fait, juste nous-mêmes, en étant nous-mêmes, changer la vie des autres. En fait, c'est ça. Et en fait, chacun doit se rendre compte qu'il est sur cette terre pour quelque chose. On a tous une mission de vie, en fait. Mais on l'étouffe tellement qu'on l'oublie. On oublie cette mission de vie, ce pourquoi on est arrivé sur Terre. Et il faut vraiment y aller parce qu'en fait, si chacun de nous peut exercer cette mission, mais on va être dans une énergie et dans un monde tellement rêvé, tellement extraordinaire. Donc vraiment, vraiment, j'ai envie de dire les filles, parce que je pense que c'est plein de filles qui sont connectées, mais croyez en vous, croyez en vos rêves, allez-y, allez-y. Je le répète tous les jours, tout est possible. Tout est possible, on peut se réinventer à n'importe quel moment et la lumière brillera, vraiment. C'est ce que j'ai envie de vous laisser comme message. Voilà, globalement, c'est mon histoire. Là, j'ai déjà beaucoup parlé. Je sais pas. Waouh, ouais, t'as parlé pendant 45 minutes, mais écoute, j'ai adoré t'écouter à nouveau parce que finalement, tu me l'avais déjà raconté cette histoire, enfin, pas forcément dans tous les détails, mais merci, merci, c'est une tellement belle histoire et tu as répondu à toutes les questions sans que j'ai besoin de les poser. Tu as abordé le fait que ben, souvent, en fait, pour
se réaligner à ce chemin du Dharma, parce que j'aime bien dire que c'est un chemin, c'est pas une C'est un destination. vrai chemin. Voilà, c'est vraiment un chemin et que souvent ça passe par des épreuves de vie, par des challenges que j'aime bien dire sont pas là pour nous écraser, mais au contraire pour Pour nous nous aider élever. à nous élever, à nous révéler. Et tu l'as vraiment bien décrit par ton passage par ce lit d'hôpital qui t'a vraiment obligé à te poser les bonnes questions. Finalement, tu as évoqué le fait que finalement, quand tu as osé prendre les choses en main, il y a quand même une certaine fluidité puisque tu as des opportunités qui sont venues à toi. Sans forcément dire que c'est facile tous les jours, mais il y a quand même quelque chose quand on se sent nourri par ce qu'on fait et par le lieu où on est, par les personnes avec qui on s'entoure, qui fait que on a justement la force et la résilience pour aller au-delà des obstacles quand ils se présentent, mais qu'il y a une certaine magie qui se met à opérer, voilà, des rencontres magiques, des opportunités incroyables, tu arrives au lieu au cœur des plantations d'aloe vera, alors que c'est l'aloe vera qui va te guérir. Et puis ensuite, on te fait une proposition de business pour commercialiser ces produits à base d'aloe vera. Enfin, c'est juste incroyable, tu vois. Donc, merci d'avoir partagé tout ça. Tu as partagé aussi le fait que finalement, vivre son dharma, c'est quelque chose que je dis très souvent, ça revient à nous. Et parfois, ça peut paraître égoïste, justement, de prendre certaines décisions. Tu as dit, parfois, on n'ose pas prendre cette décision parce qu'on pense aux enfants, parce qu'on pense aux parents, parce qu'on pense aux conjoints. Mais finalement, quand on s'autorise vraiment à prendre les décisions qui sont justes pour nous, il y a toujours un cercle virtueux qui s'installe. Et c'est tout sauf égoïste parce que depuis cet espace de sérénité et d'ancrage, on se sent bien, on se sent en phase, ça impacte forcément déjà nos proches. Tout à fait. Et puis, souvent aussi, il y a, tu sais, un peu l'effet aile de papillon. On ne sait jamais qui on peut impacter, en fait. Exactement. Donc, c'est vraiment, pour moi, le dharma, c'est ça aussi. C'est d'abord remplir sa tasse, sa coupe à soi, se nourrir soi. Et depuis cet espace de plein, on est tellement plus à même de contribuer au monde. Tout à fait. Donc, c'est magnifique, juste ce qui se met en place. Oui, non, clairement. Et c'est vrai que ça va donner, en fait, une fois qu'on vit son dharma, moi, je me suis rendu compte que pendant 20 ans, quand j'étais dans le secteur bancaire, j'ai l'impression qu'on m'avait mise dans une case. Et donc, même moi, j'avais oublié que j'étais capable de faire certaines choses. Et le fait de switcher, en fait, et comme tu dis, d'ouvrir ses œillères, enfin, d'enlever ses œillères, d'ouvrir ses yeux sur le monde, soudainement, en fait, moi, j'ai eu une créativité, des choses que je mets en place que je n'aurais jamais imaginé. Je parle pas nécessairement des challenges physiques, c'est même d'oser prendre la parole en public. Jamais j'aurais imaginé des choses pareilles, organiser des conférences, des événements et des choses comme ça. Et de se dire, mais en fait, c'est simplement le fait de vibrer, en fait, de tous les jours vibrer, de se dire, ben voilà, c'est ça qui fait ça. C'est ça qui fait que finalement, comme tu dis, je fais exactement ce que je dois faire, en fait. Et en fait, tu ouvres tout doucement la porte et tu as toutes les fenêtres qui s'ouvrent dans tous les sens. Comme tu dis, les bonnes rencontres. Donc, n'ayez pas peur. Si vous avez un rêve un petit peu fou, vous allez voir, vous allez faire la bonne rencontre. Moi, je le vois au niveau de nos séjours. On a rencontré un chef cuisinier qui est juste extraordinaire, des masseuses, d'autres profs avec qui on collabore, des villas extraordinaires. La villa dont on rêvait, elle s'est construite. Enfin, c'est des choses extraordinaires tout le temps et tous les jours. Et c'est vrai que quand on vit son dharma, en fait, moi, il y a beaucoup de gens qui me disent, mais comment tu fais pour avoir autant d'énergie, en fait? Parce que c'est vrai que je fais plein de choses tout le temps et des événements et je rencontre des gens et je vois les copines mais je dis, en fait, quand tu vibres, il n'y a pas l'énergie, on me la donne, je la renvoie, mais il n'y a pas une minute, en fait, pas une minute de ma vie où je me dis, j'ai pas envie. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que quand on est dans un boulot qui nous plaît plus ou dans une relation qui nous plaît plus, on se réveille le matin en se disant déjà, j'ai pas envie, en fait. Et l'envie, la passion doit rester au centre, en fait. Elle doit venir vraiment, mais comme je dis, du ventre. Moi, je me lève le matin, mais j'ai envie de tout. J'ai toujours cette énergie que je n'avais plus, évidemment, puisque, oui, il y avait une manière de subir. Donc ça, c'est très important aussi. Vous allez voir tout ce que ça va vous amener, en fait, de sortir de cette zone de confort, bien au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer, clairement. Ouais. Et tu vois, il y a une question que je pose souvent quand les personnes se présentent, c'est
de finalement m'expliquer, une fois qu'elles ont dit qui elles sont et ce qu'elles font, pourquoi elles font ce qu'elles font. Et tu l'as dit, toi, de pouvoir contribuer auprès de ces mamans qui passent par des moments difficiles que tu as vécu toi aussi. Et en fait, c'est vrai qu'une fois qu'on se réaligne à ce qui a du sens pour nous et qu'on sait pourquoi on fait les choses, eh bien, comment dire, ça va nous nourrir et nous donner cette énergie, voilà, qui va nous permettre de continuer à aller de l'avant et de rencontrer, de faire les rencontres qui vont nous aider à. Donc, ouais, voilà, faut vraiment faire confiance que quand on se met en mouvement, pour moi, il y a vraiment le passage à l'action. Voilà, il n'y a rien qui. Enfin, il n'y a rien qui va se passer si on ne se met pas dans le mouvement, si on ne passe pas à l'action. Et c'est rigolo parce que pendant tout le temps où tu parlais, j'avais cette phrase que j'ai lue juste avant, qui est une phrase en anglais aussi, toutes ces petites phrases un peu choc, qui percutantes en tout cas, elles sont souvent super en anglais. En anglais, c'est Fortune favors the bold. Donc, ça veut dire la chance finalement favorise les plus courageux en fait. Ouais, c'est vrai, c'est oui. La chance sourit aux audacieux. Voilà, c'est ça. Ouais, voilà, merci. C'est tellement plus joliment dit. Mais c'est vrai. La chance sourit aux audacieux. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ben, être audacieux, c'est avoir le courage de se mettre dans le mouvement, de faire des actions, même quand on a peur, même quand on ne sait pas si le parachute va s'ouvrir. Parce que oui, la vie répond à la hauteur de nos engagements, en fait. Exactement. Quand ces engagements sont en phase, justement, avec ce qui part depuis notre cœur et ce qui nous fait vibrer. Cette notion de vibration est hyper importante aussi. Donc, vraiment, un grand merci. Merci à toi. T'en as déjà partagé plein aussi des conseils, mais j'aime bien terminer par cette question-là, en fait. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner pour les personnes qui nous suivent et qui se disent, OK, ben, par où je commence? Voilà, toi, quelqu'un qui veut vivre son dharma, c'est quoi le premier conseil que tu Moi, je pense maintenant avec le recul, après 6 ans d'avoir, mais vraiment quand on dit, moi, je suis repartie à zéro, je suis vraiment repartie à zéro. Réellement, et c'est pour ça que j'ai envie maintenant d'accompagner aussi les mamans, c'est l'entourage. Entourez-vous des bonnes personnes, en fait. Et c'est souvent le problème quand on veut passer à l'action, c'est qu'il y aura toujours, moi je les appelle les briseurs de rêves, qui vont vous dire « Ouais, mais on le fait pas, c'est trop risqué. Ah non, non, mais t'as vu le boulot que t'as, mais tu peux pas lâcher un boulot pareil. Ah non, mais de toute façon, ça, t'es pas capable de faire un truc pareil. » Et donc, si vous êtes entouré de briseurs de rêves, vous aurez tendance à ne pas oser. Parce que, évidemment, c'est l'entourage. Et c'est pour ça que moi, je me suis dit à un moment donné, et beaucoup de femmes qui sont dans mes équipes et qui sont dans mes accompagnements me disent, même ma famille m'a jamais soutenue, mes amis m'ont pas soutenue, et tu me soutiens comme personne l'a jamais fait. Donc je pense que si on peut être justement entouré de cette énergie positive, à un moment donné, en fait, on a l'impression, moi, il y a des filles qui me disent, je suis en lévitation. Le fait d'être souvent avec toi, j'ai l'impression d'être en lévitation, parce que je suis là, mais ne lâche pas, et les jours plus difficiles, tu vas y arriver. Et le fait d'entendre ça, vraiment, vraiment, entourez-vous des bonnes personnes. C'est super important. Très, très, très important. Et on le néglige très souvent. Donc, c'est vraiment le conseil numéro 1 que je vais donner, en fait. Et si vous avez un rêve, j'ai envie de vous dire, commencez par une première chose. Comme j'ai dit pour le Kilimandjaro, c'est un pas après l'autre. Imaginons que vous rêviez d'aller vivre aux États-Unis, faites un séjour aux États-Unis. Vous allez peut-être rencontrer une bonne personne qui va peut-être vous proposer un boulot. Enfin, sortez de chez vous, en fait. Sortez de chez vous. Participez à tous les événements, allez à des conférences, à des rencontres. Enfin, le networking, c'est juste extraordinaire. On le voit ici avec Perrine, ce qu'on peut s'amener les unes les autres. Et moi, je dis toujours, parce que les gens sont là, oui, mais on fait la même chose, alors il n'y a pas de concurrence. La terre est grande, il y a de la place pour tout le monde. Donc, vraiment, l'union fait la force. N'ayez pas peur non plus de faire quelque chose qui existe déjà. On réinvente pas la roue. Mais vous allez attirer d'autres personnes. Et c'est qui vous êtes qui va faire la différence, en fait. Donc, ne vous dites pas oui parce que lui, il le fait bien, mais vous le faites très bien aussi, donc il n'y a pas de souci. Et vous allez voir vraiment, en passant à l'action, que les choses, les portes vont s'ouvrir. Et mettez-vous un calendrier. Moi, j'aime bien parler de calendrier, d'organisation, de rétro-planning. C'est des choses que j'aborde beaucoup dans mes formations. C'est cette organisation. Il faut une organisation, même pour un changement de vie ou pour développer un business, il faut une organisation. Donc, dites-vous, dans 6 mois, je suis là. Et on fait le rétro-planning. Et à partir du moment où dans votre tête, et je fais beaucoup d'exercices de visualisation aussi, panneaux de visualisation, de la pensée positive, etc., juste pour clôturer. Et après, je vous dirai juste encore une petite chose. Il faut savoir que le cerveau humain ne fait pas la différence entre la réalité et la fiction. Donc, du coup, si vous croyez très fort en quelque chose,
Et d'ailleurs, on le remarque quand on fait un rêve. Quand on rêve, la nuit, on rêve que quelqu'un décède, par exemple. Et bon, j'aime bien utiliser cet exemple, mais moi, j'ai rêvé un jour que mon mari m'avait trompée. Je lui ai fait la tronche pendant une semaine, quoi. Et c'était juste un rêve. Mais donc, tout ça pour expliquer que pour mon cerveau, en fait, ça avait eu lieu. Donc, à partir du moment où vous croyez, vous visualisez, vous pensez à quelque chose, vous vous mettez vraiment dans l'énergie d'une situation, vous rêvez d'avoir le boulot à Hawaï, mais voyez-vous à Hawaï avec ce boulot dans les détails, etc. Pour votre cerveau, c'est acquis, c'est intégré. Donc, il reste juste ce petit passage à l'action à faire, c'est tout en fait. Donc, c'est très très simple si vous vous mettez toujours dans cette attitude positive, dans cette visualisation. Donc voilà, c'est les petits conseils que je voulais donner. Et alors, je voulais clôturer en disant, au-delà, donc on a tous cette mission de vie. Et moi, tu as parlé de contribution. Donc, je voudrais quand même en parler brièvement parce que je me souviens quand je devais avoir 7-8 ans, on m'a demandé, mais qu'est-ce que toi tu veux faire dans la vie? Et moi, j'ai dit, je veux retourner en Afrique et j'aimerais bien aider les gens, tous ces gens. Parce qu'à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, on parlait beaucoup de l'Éthiopie quand on était nous enfants. Où il y avait vraiment la famine, etc. Et moi, quand je regardais, je voyais ces images, je me souviens même de cette chanson Heal the World et tout ça, je pleurais parce que je me disais, mais comment on peut être sur une terre où il y a des gens qui n'ont pas à manger? En fait, ça me semblait impensable. Et ça me semble toujours impensable, en fait, de se dire que des gens puissent mourir de faim alors que d'autres ont tellement. Et donc, j'ai toujours voulu aider, vraiment contribuer sans, au-delà d'aider une maman qui va changer de vie, parce que c'est vrai, c'est une contribution énorme. Si on peut vivre son dharma, on peut vivre ses rêves, si je peux amener toutes ces femmes vers leur mission de vie, pour moi, ben, j'aurais réussi ma propre vie. Mais là, il y avait ce côté vraiment caritatif, ce besoin de contribution encore beaucoup plus fort, d'aider des personnes en fait vraiment démunies dans un besoin urgent et vital. Et donc au mois de janvier, en fait, j'ai fait un voyage au Sénégal. Ça a été une révélation vraiment pour moi de voir en fait cette population qui n'a rien, mais qui est tellement généreuse, tellement positive, tellement joyeuse, etc. Et je me suis dit, je dois faire quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose ici. Je vois des gens qui gagnent 100 dollars par mois, qui survivent tant bien que mal. Et je me suis dit, Lucie, chacun peut amener sa pierre, en fait. Souvent, les gens se disent, oui, je fais rien de caritatif parce que c'est compliqué, hein, mettre en place. Chacun, même, moi, je parraine depuis 10 ans une petite fille et aujourd'hui, elle va rentrer bientôt à l'université. Mais ce sera ma contribution. C'est pas énorme. On peut chacun donner 30 euros par mois pour, voilà, se dire, bah, c'est un resto en moins que je ferai, voilà. Et donc, du coup, j'ai fait une rencontre au Sénégal. Je sais pas si vous connaissez un petit peu la zone de Saly, mais moi, c'était à la Somone. Une rencontre avec des mamans extraordinaires, des mamans qui se plaignent jamais, des mamans qui sont là tous les jours et qui vendent leur créativité en fait, hein, de l'artisanat, donc des accessoires, des éventails, des petits sacs, des petites choses. Et je leur ai dit, je vais être le lien en fait, je vais être vraiment votre lien avec l'Europe parce que je lui aurais dit en Europe, les gens peuvent acheter vos accessoires. Les gens peuvent vous soutenir en fait et finalement ben, elles n'ont pas le contact, elles peuvent pas avoir ce contact. Donc j'ai décidé d'être le lien entre ces mamans et vous en fait quelque part, de proposer des petits accessoires, c'est des choses pas chères mais symboliquement en fait ça leur changera la vie, ça changera la vie non seulement des mamans et comme on a parlé des mamans, ben, les mamans donc les familles, les mamans vont aller mieux, donc les villages vont aller mieux. Et donc en partant d'une petite chose, je pense qu'on va pouvoir vraiment construire quelque chose d'énorme, de géant. Et au-delà de ça, pardon, excusez-moi, j'ai aussi visité en fait une pouponnière. Franchement, je suis super émue parce que ça m'a chamboulée en tant que maman. Je suis arrivée dans une pouponnière où il y avait plus de 100 bébés de moins de 1 an, des bébés abandonnés, Orphelin, donc. Orphelin. orphelins, vraiment orphelins. Donc au Sénégal, toujours dans la même région, à Mbour. Et être face à des bébés si petits, des bébés qui ont moins d'1 an, donc pour la plupart aux alentours de 6 mois, des bébés qui vous tendent les bras juste pour que vous les portiez. Et au moment où vous les redéposez, ils arrachent vos vêtements en fait, c'est un déchirement. Et donc se dire, waouh, nos enfants qui sont tellement gâtés, qu'on a tellement choyé, qui reçoivent des cadeaux et des cadeaux à Noël, et en fait ici on est devant des bébés qui ont juste envie d'un câlin. En fait c'est très dur, c'est très dur. Et j'ai rencontré la directrice qui m'a dit à ce moment-là, on n'a plus de Pampers, on n'a plus de linge, on n'a plus de lait. Donc on parle de survie
vie en fait. On n'a plus à manger, on n'a plus à manger à donner aux enfants. Après le confinement, les gens ont arrêté de faire des donations, etc. Et donc je me suis dit, avec ce projet que j'ai avec les mamans de la Sommone, une partie des bénéfices ira à cette association. Chaque mois, on va donner du lait, on va donner des pampers, et pour celles que ça intéresse, je voudrais l'année prochaine, enfin pas je voudrais, je veux l'année prochaine, en fait, j'aimerais amener quelques mamans comme ça qui ont juste envie de donner un peu de leur temps, de donner un peu de leur amour, qu'on fasse un projet tout ensemble pendant une semaine, aller donner juste des câlins, sortir avec les bébés, les promener, leur donner un bout, voilà, ça coûte rien en fait, quelque part, on va leur donner juste un bout de nous, hein, on leur laisse un bout de nous. C'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur, et là, le dharma, il est waouh. Et donc voilà, si vous êtes intéressés, c'est un projet que je mets en place pour la deuxième partie de l'année prochaine. Vraiment aller tout ensemble pendant une semaine, faire que des câlins, enfin ça va être que du bonheur, beaucoup d'émotions. Et donc voilà, bah, merci en tout cas Perrine. Merci Perrine pour cette chance que tu me donnes d'exprimer ce dharma aussi. Merci l'univers de me mettre toutes ces belles personnes autour de moi. Je suis tellement reconnaissante en fait pour ce qui m'arrive, pour les rencontres que je fais. Et dernièrement encore plus, je pense que le fait, une fois qu'on vit en fait son dharma, ça c'est très important aussi les filles, c'est que vous allez attirer les bonnes personnes. Donc petit à petit, il y a un tri, une sélection naturelle qui va se faire dans votre vie. Soudainement, bah, les personnes toxiques vont sortir naturellement. On n'a pas toujours besoin de dire stop. Elles vont sentir qu'elles n'ont plus la place. Et soudainement, en fait, bah voilà, on fait des rencontres comme Perrine. Ces gens qui doivent rentrer dans notre vie, en fait, qui devaient être là. Donc merci du fond du cœur. Merci l'univers, merci Perrine. Et merci à toutes pour votre attention. Merci à toi, Lucie. Honnêtement, je pense que c'est l'épisode où je me suis le plus retenue de pleurer. Je n'en suis pas loin. Attends, je vais voir. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est la première fois que ça m'arrive. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est vrai, Perrine, quand on vit son dharma aussi émotionnellement, moi, je n'étais pas quelqu'un de sensible, et je me rends compte, bah, encore hier, je suis allée à la remise de diplôme de mon filleul et je pleurais, tout le monde me regardait l'air de dire, mais je me dis, mais quelle chance d'être là, en fait. Surtout quand on a traversé la maladie, quelle chance de pouvoir vivre ce moment avec lui, d'être là, quelle chance. Tous les jours, cette notion de bonheur et de chance. Ah, merci. Ouais, merci. Merci Virginie, c'est super gentil. J'ai vu que Virginie a dit Lucie, notre lumière. Enfin, ça, voilà, j'ai pas de mots en fait. J'ai pas de mots, j'ai des frissons partout pour exprimer merci. Vraiment merci à toutes. Je vois qu'il y a Vanessa qui est là. C'est des personnes qui comptent beaucoup pour moi. Merci de me permettre de vivre aussi cette mission de vie à travers vous. Donc, j'ai envie de vous dire, bah, à bientôt, vivez vos rêves, vraiment. Sortez de tout. Et ne croyez pas les briseurs de rêves, parce que vous êtes capables et tout est possible, même si on a 40 ans ou 50 ans. Donc, on y va. Tout est possible, il n'est jamais trop tard, on n'est jamais trop vieux. Et non, oui, ça me touche forcément parce que j'ai un lien avec le Sénégal, parce que j'ai contribué à cette pouponnière. Enfin, on a vraiment plein de liens comme ça, toi et moi. C'est vrai que c'est... Voilà, ça fait partie de ces choses justement quand on vit son dharma, des choses de l'ordre du miracle presque, et moi qui me touche tout le temps, même si ça m'arrive souvent, bah, voilà, ça vient vraiment me toucher. Donc j'aime bien terminer avec comment on peut t'aider, comment on peut contribuer à ton travail, à ton dharma, et tu l'as exprimé à nouveau sans que j'ai besoin de poser la question. Donc voilà. Bah, alors vous pouvez me suivre, vous allez voir sur, puisque vous êtes connecté là sur Instagram, vous pouvez me suivre régulièrement. Je vous partage des petites confections des mamans. Donc ça, c'est le projet qui me tient le plus à cœur. C'est un projet où vraiment, je n'ai aucune ambition financière. C'est vraiment de les aider. Et finalement, c'est le projet qui m'anime le plus. Et si vous êtes intéressé par des accompagnements, des formations du 7 au 14 octobre, on sera à Fuerteventura jusqu'au bout de tes rêves. Donc, on vous amènera aussi, vous montrer qu'il faut une structure. On est là en équipe. On vous amène vraiment à sortir un peu de votre zone de confort, un peu de sport, des formations, le business, les réseaux sociaux, l'EFT pour briser toutes ces croyances limitantes qu'on peut avoir en nous. Donc, vraiment, au bout de cette semaine, vous serez capable d'aller vers votre mission de vie, en fait. C'est vraiment ça qu'on a envie de vous amener. Donc voilà. Allez, si vous avez envie de faire un petit geste, un petit don pour le Sénégal, regardez, il y a des super belles choses, des petites choses. C'est pas beaucoup d'argent, mais vous allez vraiment changer la vie des gens. Et j'ai toujours envie de dire, les petites gouttes, c'est les petites gouttes qui font les grandes rivières. Et c'est vrai, l'union fait la force à tous les niveaux.
Donc, si on met chacun 1 euro, bah, on peut en avoir des milliards d'euros. Donc voilà, merci d'avance en tout cas pour tout, pour tout. En fait, pour tout. Bah, merci à toi, vraiment. J'adore Oui, oui, l'image des petites gouttes. Moi, j'utilise beaucoup l'image du colibri, tu sais, qui vient éteindre le feu une goutte après l'autre. exactement. C'est cette même image. Et donc, j'imagine qu'on peut trouver le lien vers tes accompagnements, vers les Oui, voyages, tout, vers les ouais, tout. produits, Afrique des Voilà. Loups, Aloe, Vous tout allez ça, tout c'est sur ton site. trouver. J'ai mon Linktree là au-dessus. Linktree. Vous allez tout trouver sur ma page, dans ma bio, comme on dit maintenant. Ouais. Bah, Eh ben, merci en tout super. cas. Mais vraiment merci. Je vais passer une journée extraordinaire en plus après l'avoir démarré comme ça. Ouais, Merci moi pour ce aussi, vraiment. présent, vraiment, du fond du cœur. Merci à toi. Je pense qu'on aurait dit merci 25 000 fois, mais Voilà, je pense que c'est vraiment, vraiment il la y a grande. quelque chose de fort qui s'est passé. Donc, ouais, merci aux personnes qui étaient là en live. Je vais mettre le replay tout de suite. Et voilà. Et n'hésitez pas à partager parce que ça fait tellement Ouais, du bien de partager. que C'est des pour good ça que je vibes. fais ça, en fait. Raconter, entendre, écouter des histoires, c'est tellement inspirant. Et ça peut vraiment aider justement à faire ce premier pas quand parfois on n'ose pas. Donc, voilà. Exactement, Si ce exactement. témoignage vous a parlé, partagez. Merci à toutes et merci à toutes celles ben voilà, que je connais et qui sont là, qui ont. J'ai certaines personnes extraordinaires dans ma vie qui ont toujours cru en moi, donc je vous remercie encore une fois d'avoir été ce moteur, hein, parce que quand c'est pas facile, voilà, entourez-vous de bonnes personnes. Ouais, Merci. ouais. Passez une Belle belle journée journée. À à tous, bientôt, belle Lucie. magie et Bye. croyez en vos rêves, hein. Tout est possible. Merci. Tout est possible. Bye.